Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-Louis Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour. Alors, nous vous interviewons à nouveau pour parler de l'attentat du Charlie Hebdo et des événements qui s'en sont suivis. Puisqu'aujourd'hui, donc, il y a eu une manifestation à Paris. Heureusement, il n'y a pas eu d'attentat. On en reparlera. Parce que c'était un risque également avec ce rassemblement. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un rappel des faits, quoi, et votre analyse de ce qui s'est déroulé depuis 3 jours? Écoutez, le rappel des faits, rentrer dans les détails, ça risquerait de prendre du temps. Il y a eu cet attentat donc à Charlie Hebdo. Il y a eu ensuite l'identification des tueurs par la police et les deux individus, enfin les deux présumés coupables, ont été abattus 2 jours plus tard par le GIGN. D'accord. Donc sur cette affaire, juste une remarque si vous voulez, comment les tueurs sont identifiés? Ils sont identifiés parce que selon ce que dit le ministère de l'Intérieur, bien sûr, les deux individus, l'un d'entre eux avait laissé sa carte d'identité sur la banquette arrière du véhicule qu'ils ont utilisé. Or, quand on monte une telle opération, qui est une opération dite en anonyme, vous n'emmenez aucun papier avec vous, c'est-à-dire que vous n'avez ni carte d'identité, ni passeport. Donc je trouve pour le moins curieux, si vous voulez, même si l'on a affaire à des bandes dont on peut voir sur les vidéos, à un groupe, si vous voulez, dont on peut voir qu'il a suivi un entraînement paramilitaire, il est pour le moins suspect, je dirais, de retrouver ses papiers d'identité sur la banquette arrière. D'accord. Sauf parce qu'on ait évidemment voulu désigner quelqu'un bien précisément, peut-être même, je sais pas, d'anciens indicateurs du ministère de l'Intérieur dont on n'avait plus besoin. C'est une hypothèse. Alors sur ce fait précis, je suis partagé parce que d'un côté, c'est vrai qu'ils ont fait quand même relativement preuve d'amateurisme malgré leur professionnalisme pour tuer. Ils ont fait un petit peu preuve d'amateurisme dans le sens où ils se sont trompés d'adresse d'abord à Charlie Hebdo. Ensuite, il y a eu l'épisode de la chaussure perdue. Donc voilà. Après, c'est vrai que l'oubli de papier sur le lieu d'un attentat commence à être un phénomène récurrent, parce que c'était déjà on a retrouvé fortuitement le jour du 11 septembre dans les débris le passeport d'un des pirates de l'air. Donc l'anonyme qui l'a trouvé n'a pas dit son identité, sa propre identité, mais l'a remis donc à la police. Et puis il y avait cet épisode également à Londres, je crois, où il y avait eu une personne qui avait été identifiée par des papiers laissés dans 2 stations de métro différents. Ouais, dans des conditions analogues un peu, oui. Donc je suis partagé sur ce point précis. Oui, si vous permettez une remarque, c'est quelque chose qui relève de la coïncidence. Et comme l'a dit un ancien contact que j'avais dans l'armée française, dans les services de renseignement, la coïncidence sur les affaires sensibles, c'est quand tu te mets le doigt où je pense et que ça ne sent pas ce que je pense. Donc en l'occurrence, effectivement, c'est curieux, je veux dire. Alors après, si vous voulez, vous avez un autre aspect, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à un nouveau type de terroristes, de groupes criminels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas forcément religieux. La majorité des gens qui ont été recrutés en France pour partir combattre en Syrie ne sont pas du tout religieux, ne connaissent pas le Coran. Mais ça n'a pas d'importance pour les frères musulmans et pour les filières qui organisent le recrutement. L'essentiel pour eux étant d'avoir de la chair à canon que la DGSE, après sur place avec la CIA et les services turcs, peut entraîner pour monter à l'assaut contre les civils en Syrie. Donc on a affaire à des individus qui n'ont pas forcément, si vous voulez, la pratique de la chose militaire, de l'attaque, du commando, mais qui ont reçu une instruction militaire, ce qui pourrait expliquer leur position, leur attitude, quand on visionne bien les vidéos, qu'on les voit tirer, qu'on les voit se déplacer, qu'on les voit tirer froidement sur des policiers. Et en même temps, effectivement, ils pourraient commettre ce genre de bévue, mais personnellement, j'ai du mal à y croire. D'accord, très bien. Donc toujours est-il que donc il y a 3 personnes qui ont été abattues par les forces de l'ordre, qui elles-mêmes donc elles ont pris des otages, elles ont tué très probablement certains d'entre eux. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Écoutez, ce que j'en
pense qu'évidemment c'est un acte ignoble qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. Après, de là, si vous voulez, à participer à cette grande messe politico-médiatique, comme on a pu voir aujourd'hui, en jouant sur l'émotion, parce qu'évidemment un tel crime suscite l'émotion, l'horreur, l'effroi, et les gens veulent que ça s'arrête. Mais bon, n'oublions pas quand même que dans la manifestation, il y a des gens comme M. François Hollande, le président de la République, qui a armé des groupes analogues contre la Syrie, que d'autres avant lui, comme M. Sarkozy avec son ministre des Affaires étrangères, M. Juppé, ont fait de même contre la Libye, qu'aujourd'hui la France est en pleine illégalité internationale. Donc M. Hollande devrait être normalement, si la justice a joué son rôle, devrait être déféré devant la Cour pénale internationale pour crime d'agression et pour crime de guerre. Il y a M. Netanyahou, qui est également, alors lui, un criminel de guerre avéré. Il suffit de voir les bombardements qu'a apporté la colonie sioniste israélienne, qu'a fait la colonie sioniste israélienne contre la Palestine, et également le soutien que M. Netanyahou a apporté au groupe criminel pour essayer de renverser le gouvernement syrien. Il y a eu des articles, du reste, et des photos qui sont parues dans la presse israélienne même, où l'on voit M. Netanyahou avec les chefs de l'armée israélienne aux côtés de membres de ces groupes criminels qui ont été combattre en Syrie et qui sont hospitalisés dans des hôpitaux militaires israéliens. Alors vous me parlez de la réaction politique et notamment de la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui. Ça tombe bien parce que je voulais vous en parler, et notamment du fait que Netanyahou était accompagné d'Avigdor Lieberman, qui n'est pas connu, donc son ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas très connu pour être un homme aux paroles de paix et quelqu'un qui œuvre au bien vivre ensemble, je crois. Oui, mais écoutez, c'était une réunion de famille, si j'ose dire, hein. C'était une grande réunion de famille, puisqu'ils étaient en compagnie avec le Premier ministre, M. Valls. Ce n'est pas un secret pour vous, qui, comme vous le savez, a déclaré être lié pour l'éternité à Israël par sa femme. Donc, on ne peut pas dire que le gouvernement français ait été d'une virulence particulière pour protester contre l'assassinat du peuple palestinien. Par contre, ce que l'on voit, c'est que le gouvernement français est aux côtés du gouvernement israélien pour appuyer non seulement logistiquement, mais également militairement, des groupes criminels en dehors de toute légalité internationale. Donc il ne faut pas du tout s'étonner de ce qui s'est passé. Ce n'est que le début, je pense, personnellement. Comme l'ont analysé des professionnels du renseignement, je pense notamment à M. Alain Chouet, un ancien officier de la DGSE, on a affaire aujourd'hui à une nouvelle sorte de terroristes, à des gens qui sont éclatés. Il n'y a plus de grandes organisations comme Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est fini. Al-Qaïda est mort en 2002, et ce sont aujourd'hui les anciens membres de la direction d'Al-Qaïda qui sont éparpillés un peu partout dans divers pays, qui ont pris le relais, chacun créant un peu ses réseaux, les uns sur le Maghreb, d'autres sur le Yémen, etc. Et on a affaire à des petits groupes, qui sont, si vous voulez, recrutés et qui sont formés, y compris par des services secrets occidentaux, dont les services français, en Jordanie, en Turquie, au Liban. Et quand l'exemple vient d'en haut, si vous voulez, quand vous voyez le président de la République française serrer la main d'un criminel comme les dirigeants de la coalition de Doha, par exemple, il ne faut pas s'étonner que ces gens-là se sentent encouragés à aller plus loin. Quand vous voyez que le ministre de l'Intérieur, l'actuel ministre de l'Intérieur français, Monsieur Bernard Cazeneuve, a laissé se promener tranquillement en France du 29 avril au 2 mai 2014, Abdelhakim Belhadj, qui n'est pas n'importe qui, je répète, ce monsieur s'est promené tranquillement dans les rues de Paris, mais Abdelhakim Belhadj, il faut le rappeler, c'est le commandant du groupe islamique combattant en Libye, l'ancien GICL, c'est le chef de l'ancien réseau d'Al-Qaïda sur la Libye dans les années 2000, qui a été financé par les services anglais, par le MI6 anglais, pour tenter d'assassiner à 4 reprises l'ancien dirigeant libyen, M. Muammar el-Kadhafi. Belhadj a été arrêté en Malaisie en mars 2004, il a été transféré dans une prison de Bangkok où il a été interrogé par la CIA, et après il a été extradé vers la Libye dans le cadre des accords
accord de la lutte antiterroriste qu'avaient passé les États-Unis avec la Libye du colonel Kadhafi. Eh bien, ce monsieur, il a été emprisonné et libéré en 2010 par l'un des fils de monsieur Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, qui pensait pouvoir faire la réconciliation nationale avec ces groupes criminels en disant vous avez à nouveau votre place dans la société libyenne. C'était être un peu naïf. Belhadj, dès qu'il a été libéré, s'est réfugié au Qatar. Et au Qatar, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Belhadj? Il a eu évidemment le soutien des dictateurs du Qatar. Et dans le désert de la pétromonarchie, il a formé et entraîné, avec le soutien militaire du gouvernement français, une brigade de mercenaires, la brigade du 17 février. Et cette brigade était, comme vous le savez sans doute, destinée à combattre en Libye et à s'emparer de Tripoli. Et le 29 août 2011, il avait rencontré, je crois, les chefs d'état-major de l'OTAN lors d'une réunion à Doha. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a évidemment fait les bases œuvres. Il a servi de valet. Il a servi son employeur français, si j'ose dire. Hein. Donc, ce monsieur qui, du 29 avril au 2 mai 2014, qui a du sang sur les mains, qui est un criminel, qui a été reçu à bras ouverts au ministère des Affaires étrangères par Madame Bénédicte de Villardy de Montlore. Cette personne est la sous-directrice pour le département, pour l'Afrique du Nord, à la direction de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, et il a été reçu là pour des réunions de travail. D'accord. Alors, vous savez, quand vous voyez ça au niveau d'une institution comme le ministère des Affaires étrangères, faut pas s'étonner que ces gens se sentent plus ou moins protégés. Puis s'ils n'ont pas eu les armes qu'ils voulaient complètement de la France, des armes sophistiquées, par exemple des missiles au hasard, allez, on va dire des missiles sol-air pour tirer sur les avions syriens, s'ils n'ont pas pu avoir ces armes, non pas parce que la France n'a pas voulu leur livrer, mais parce que les États-Unis s'y sont fermement opposés, y compris auprès de l'Arabie Saoudite qui dispose de stocks importants de ces armes. Ces gens-là se retournent leurs armes contre leurs employeurs occidentaux. C'est, je dirais, un retour de flamme, si vous voulez, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Donc, encore une fois, ce qui est malheureux là-dedans, c'est que ce ne sont pas les commanditaires, ce ne sont pas ceux qui soutiennent le terrorisme, comme monsieur François Hollande, ou son ministre des Affaires étrangères, monsieur Fabius, qui sont la cible de ces actes. Ce sont des civils qui font les frais de ces actes odieux. D'accord. Et comme l'a rappelé justement un dirigeant de la communauté européenne, il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi le droit à la liberté d'expression, il y a aussi le droit à la vie. Tout à fait. Alors, tout à fait. Personne n'a le droit de tuer, d'enlever la vie à quelqu'un. Alors c'est pour ça, si vous voulez, excusez-moi, mais quand vous voyez que la personne dont je vous parlais, cette responsable du ministère des Affaires étrangères, était le 3 mars 2014 à Tunis pour exprimer, je cite de mémoire, son admiration au modèle tunisien. Je vous rappelle, ce sont les frères musulmans qui sont au pouvoir à l'époque, avec des cinéastes des films qui sont interdits, des livres qui sont brûlés, où le pouvoir veut essayer d'imposer dans un premier temps la charia, une constitution qui s'inspire de la charia. Quand vous voyez que cette dame a déclaré qu'elle est son admiration pour le rôle joué par le mouvement Ennahda dans la sortie de crise, je cite, et qu'elle a félicité Rached Ghannouchi, le dirigeant du mouvement Ennahda, qui était réfugié à Londres, recherché par Interpol pour des crises graves, pour les tentatives de coup d'État en Tunisie dans les années 90. Là, nous ne sommes plus dans le domaine du politique. Nous sommes dans le domaine du terrorisme, de ces réseaux souterrains et qui conduisent forcément, c'est regrettable, mais dans les couloirs de l'Élysée-Matignon. Et ça, c'est une réalité incontournable. Alors, ce sont des informations que vous avez déjà en partie révélées dans votre précédent livre Crime sans châtiment. Et vous allez sortir bientôt un livre 56 dont nous allons parler en fin d'entretien et dans lesquels vous révélez des informations notamment par rapport au lien entre le gouvernement socialiste et les socialistes et la mouvance terroriste. Alors j'avais une question, pour résumer un petit peu ce que vous venez de nous dire, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que pour le gouvernement français, il y a les gentils terroristes et les méchants terroristes. Il y a les gentils djihadistes et les méchants djihadistes. Les gentils djihadistes, c'est ceux qui nous... Si vous voulez, le gouvernement français, il a un problème aujourd'hui. C'est qu'il a menti aux Français pendant des années, depuis 2011. Il a menti pendant plus de 3 ans aux Français sur la réalité de la situation en Syrie. Il a d'abord fait passer pour des opposants, pour des combattants de la liberté, pour des combattants des droits de l'homme et la démocratie, des gens qui en réalité ne sont pas syriens,
qui sont tous liés au milieu des frères musulmans ou au milieu atlantiste, et qu'il a soutenu d'abord logistiquement, qu'il a financé au travers de différentes organisations, et qu'il a armé. Le président de la République française a été obligé de le reconnaître. Et ça a été très loin, c'est très grave, parce que je vous signale aujourd'hui que plus personne ne parle. Vous savez, il y a un moment, il y a eu toute cette campagne qui a été menée selon laquelle l'armée syrienne aurait utilisé des armes chimiques. Il faut voir quand même que le président de la République, le Premier ministre de l'époque, M. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, ont menti, mais ont menti complètement aux Français en leur faisant croire qu'ils allaient déclassifier un document secret de la plus haute importance qui allait prouver que l'armée syrienne avait utilisé des armes chimiques. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit en réalité quand on remonte l'enquête, et c'est l'un des chapitres du document, du livre que je vais publier, on s'aperçoit tout simplement que pour déclassifier un document, il faut déjà que ce document existe. Or, en l'état, il n'y avait aucun document. Il faut que le document soit classifié. Or, en l'état, il n'y a eu aucun document déclassifié pendant la période où M. Fabius et les autres membres du gouvernement ont prétendu qu'ils déclassifiaient un gouvernement qui allait prouver que... Un document. Et puis par la suite, il y a des responsables du renseignement français et aux États-Unis également qui se sont aperçus qu'ils étaient manœuvrés tout simplement. Et cette manœuvre a eu lieu. La principale responsabilité au niveau international, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la France. Alors, pour revenir à la réaction politique et donc l'émotion qu'a suscité cet attentat à Paris, ce que ça m'inspire, c'est que il y a quand même un deux poids deux mesures entre certains attentats qui se passent dans le monde. Je pense notamment il y a un mois au Pakistan, il y a 141 enfants et adolescents qui se sont fait tuer par des talibans. Ouais. Et là, on a eu très très peu de réactions. On n'a pas eu je suis pakistanais sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Je partage complètement votre avis et je vais vous dire autre chose. Je vais répéter. Il y a 28 journalistes syriens qui ont été assassinés par les criminels armés par Paris. Faut quand même le préciser. Armés et entraînés par Paris. En Turquie et en Jordanie notamment. Il y a 28 journalistes syriens qui ont perdu la vie simplement parce qu'ils voulaient faire leur travail et qu'ils voulaient dénoncer les activités criminelles de ces groupes. Et il n'y a pas eu une ligne dans les médias français. Il n'y a pas eu une manifestation. Vous parlez du Pakistan, c'est une affaire semblable. Alors si vous voulez, quand le cirque médiatique va être fini, on va revenir à certaines réalités. Et alors, si je peux me permettre, la France elle-même, avec ses alliés l'OTAN, en Libye par exemple, c'est Michel Collomb qui l'avait démontré dans une vidéo, finalement commet des actes qu'on pourrait qualifier d'actes terroristes, du terrorisme d'État, dans le sens où c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, où une bombe est lâchée pour essayer de tuer un général de l'armée Kadhafi. Le général n'est pas dans sa villa, et ce sont des enfants, des bébés, j'insiste, des bébés de 6 mois qui meurent, des femmes, des vieillards. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que M. Hollande devrait être traduit devant la Cour pénale internationale pour crime d'agression, pour avoir armé des groupes qui n'ont aucune légitimité et qu'une existence factice, qui ont été montés toutes pièces par les services français avec les services anglais et états-uniens et ceux des dictatures du Golfe arabo-persique. Et pour avoir armé ces groupes et pour avoir tenté de renverser un gouvernement. Mais ça, c'est un crime, je veux dire... un crime grave. La France est aujourd'hui en pleine illégalité internationale, du point de vue de la charte de l'ONU, du point de vue du droit, du point de vue... Alors, à partir du moment où vous voyez ça et que vous voyez comment agissent les dirigeants d'Israël, qui sont des criminels, faut pas s'étonner, si vous voulez, qu'ils se retrouvent dans les mêmes cortèges qui ont quand même un côté nauséabond. D'accord. Alors, on entend souvent les commentateurs aujourd'hui à la télé et ailleurs dire la France est en guerre, d'une manière solennelle, comme si, bien sûr que le moment est grave et on est tous attristés par les victimes civiles, mais moi ça m'inspire deux questions. La France est en guerre, mais la France est en guerre contre qui et depuis quand? Écoutez, les Français ont l'air de découvrir maintenant que la France est en guerre. Parce que la France est en guerre depuis 2011 contre la Libye. Si on écoute M. Sarkozy et M. Juppé, il paraît que l'intervention de l'OTAN a permis de libérer la Libye. Et de la démocratiser, pardon. Mais vous voyez dans quel état est la Libye aujourd'hui. C'est un véritable chaos. C'est un pays où l'insécurité est complète. C'est
c'est un pays qui avant était un pays qui était quand même en voie de progression, puisqu'il y avait non seulement le droit des femmes, je vais vous donner un exemple, qui va faire rêver les femmes françaises. Il faut savoir que du temps du régime du colonel Kadhafi, qui n'était pas un régime parfait, bien évidemment, mais une femme qui divorçait, par exemple, avait droit à un appartement d'une superficie correspondant au nombre d'enfants qu'elle avait, le temps nécessaire pour qu'elle puisse refaire sa vie. Tous les revenus du pétrole, l'essentiel des revenus du pétrole allait au développement économique et social, ce qui fait que la Libye était pratiquement un pays qui n'avait pratiquement pas de dette publique. Aujourd'hui, vous avez un pays qui est en pleine régression économique et sociale. Les seules personnes qui s'y retrouvent là-dedans sont ceux qui accompagnaient les militaires de l'OTAN sur le terrain au début des événements, c'est-à-dire les compagnies, les transnationales du pétrole comme Total et autres. J'ajouterais également que la Libye de Kadhafi était quand même un pays qui œuvrait aussi pour l'Afrique noire, dans le sens où il a développé des universités, des hôpitaux dans divers pays. Même si je termine juste ma question. Excusez-moi, je termine juste ma question. Même si son rôle était peut-être parfois ambigu, parce qu'il a également revendu des armes fabriquées par l'Occident, que certains pays comme la Belgique ne pouvaient pas vendre directement à certains pays africains, et il a servi d'intermédiaire parfois. Exactement. Mais vous savez, il y avait le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une révolution en Libye qui était formidable en 69. Et la personnalité de Kadhafi a fait que le régime qui était au départ voulu, qui était un régime dans lequel se retrouvaient toutes les forces nationales libyennes, et les communistes, les marxistes, les nationalistes, les islamistes, qui voulaient libérer la Libye du joug colonial. Et puis au bout de quelques années, Kadhafi a cassé tout ça pour imposer son pouvoir, on peut dire autoritaire quand même. Mais en même temps, si vous voulez, pour revenir à votre question, les Français sont émus, mais je tiens quand même à rappeler qu'ils ont laissé faire les agressions contre la Palestine. Je n'ai pas vu 1 million de personnes dans la rue quand il y a eu les bombardements d'Israël sur le Liban ou sur la Palestine. Oui, c'est vrai je n'ai pas vu 1 million de personnes dans la rue quand le président de la République a décidé d'armer des groupes criminels. Parce que ce sont des groupes criminels, on y dit des groupes islamistes, mais ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Bon, alors après, c'est une histoire de religion, mais moi, personnellement, je suis athée, mais je peux vous dire, pour revenir à l'affaire de Charlie Hebdo dont nous parlions au début de notre entretien, que si j'étais musulman, en voyant les caricatures qu'avait publiées ce Charlie Hebdo, je me serais senti insulté. Et vraiment, oui, j'aurais eu des envies de meurtre. Alors, je dis pas que je serais passé au meurtre, mais c'est vrai que c'est le droit d'expression, c'est pas le droit d'insulter et de salir des gens dont on ne partage pas les idées. D'accord. Alors vous avez dit... La bataille, elle doit être politique, elle doit être une bataille d'idées. Et moi, personnellement, si je dois faire référence à un journal satirique en France, ça sera le Canard enchaîné, mais certainement pas Charlie Hebdo. Alors, donc, vous avez dit que c'était une question de religion. Ce n'est pas qu'une question de religion, c'est aussi surtout une question de politique et de géopolitique, malheureusement, et de manipulation des citoyens. Alors, la France est en guerre contre qui et depuis quand? Vous avez parlé du conflit en Libye, donc depuis 2011. Moi, je dirais que la France est en guerre, finalement, depuis 2001. Puisqu'il y a eu le 11 septembre et surtout derrière l'agression donc en Afghanistan, l'agression occidentale. Oui, alors si vous voulez, on peut remonter, mais si on passe à un niveau supérieur là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, les Français pensaient qu'ils allaient pouvoir, notamment contre l'Union soviétique, qui soutenait à l'époque le gouvernement afghan et qui, elle, je vous ferai remarquer du reste, protégeait les populations civiles à l'époque d'Afghanistan des seigneurs de la guerre. On pensait qu'ils pouvaient, avec les États-Unis, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, pour contrer l'Union soviétique de l'époque, traiter avec des groupes criminels. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, puisque les États-Unis, comme vous le savez, ont soutenu, armé, financé les groupes de Oussama Ben Laden. Jusqu'au jour où ces groupes ont commencé à se retourner contre les États-Unis. Mais après, quand vous avez eu en 2002, si vous voulez, alors là, si vous voulez, les choses étaient relativement simples, puisque vous aviez d'un côté des services secrets d'États occidentaux, et vous aviez leurs interlocuteurs dans ces pays, qui étaient des organisations assez structurées, avec des chefs, une hiérarchie, etc., etc.
Et puis avec le temps, avec les différentes attaques, avec les luttes internes aussi à l'intérieur de ces partenaires des services occidentaux, si vous voulez, chacun pour s'approprier des régions. Les régions les plus riches, celles qui avaient du pétrole, celles qui avaient du coton, ou comme en Afghanistan, celles qui produisent de l'opium, par exemple. Vous avez eu des luttes internes et ça a conduit à un éclatement. Qui fait que vous avez aujourd'hui, après la fin et la liquidation d'Al-Qaïda en 2002, les chefs, les principaux, la cinquantaine de personnes qui étaient autour d'Oussama Ben Laden, qui sont répartis dans différents pays, dont le Yémen, dont M. Abdelhakim Bellaj, dont je parlais tout à l'heure, qui était, lui, sur l'AQMI, Al-Qaïda du Maghreb islamique. Et maintenant, si vous voulez, les services occidentaux, ils se trouvent avec des gens qui sont éclatés, avec une multitude de petites parcelles, qui ont recruté, qui ont été armés, entraînés encore comme contre la Syrie, y compris par les services occidentaux, qui n'ont pas l'air, notamment en France, de tirer les enseignements du passé. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, après avoir récupéré les armes françaises et bénéficié d'un entraînement avec la DGSE, sur ordre de l'Élysée, tout ça, bien sûr. Les principaux responsables, ils sont à Matignon, ils sont à l'Élysée. C'est évident que les fonctionnaires de la DGSE reçoivent des ordres et ils n'ont pas d'autre choix que de les appliquer ou de démissionner. Et c'est pas simple quand vous êtes engagé dans un service comme la DGSE de quitter pour faire autre chose parce que en général vous avez choisi ce métier par vocation. Donc tous ces gens-là, si vous voulez, aujourd'hui se retrouvent un peu dans la nature et les deux pays qui ont en Europe la plus grande communauté musulmane, c'est évidemment la France et l'Angleterre. Alors je dis communauté musulmane, bien qu'il n'ait rien à voir avec la communauté musulmane, il est évident que pour ces gens-là, c'est plus facile, si vous voulez, de se dissimuler, de trouver des caches par des relais, de réseaux, de différents trafics. Parce que quand vous regardez le trafic par exemple, le trafic que fait la France, le trafic d'armes entre la France et pour armer les combattants qui vont assassiner les Syriens, vous vous apercevez que ces réseaux, souvent, il y a ce que décide la France au départ, et puis vous trouvez des intermédiaires qui sont aussi liés, par exemple, au trafic de drogue et à d'autres trafics. Donc, vous savez, le monde arabe est un monde complexe. Donc, les intermédiaires qu'ont les Français, des fois, les retournements d'alliance vont très vite dans ces pays-là. Bien sûr. Donc, la France est en guerre contre qui ? Elle est en guerre contre le terrorisme, c'est ce qu'on nous dit, mais moi, ce qui m'inspire, c'est que le terrorisme, d'après ce que je sais, j'ai cherché dans le dictionnaire, le terrorisme, c'est une technique de combat, c'est une technique de... Donc la France est en guerre contre une technique de combat, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, c'est ce qu'on veut entretenir, c'est que le pouvoir politique veut entretenir dans la population, parce que faut pas oublier qu'actuellement, malheureusement, il faut rappeler la réalité des faits, c'est que M. Sarkozy a conduit la France à un endettement record, puisque lorsqu'il a quitté les affaires, la France était endettée de plus de 1000 milliards d'euros. Et que personne ne pensait que quelqu'un pourrait faire pire que M. Sarkozy. Et si c'est arrivé avec le gouvernement socialiste, puisque nous avons aujourd'hui une dette publique qui est de 2000 milliards d'euros. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable pour une fois. Pourtant je n'apprécie pas spécialement ni Sarkozy ni M. Hollande. Simplement, la dette, je crois que personne en suivant les règles du jeu imposées par l'oligarchie capitaliste, on ne peut pas résorber la dette, même en réduisant le train de vie de l'État et des ministères. C'est virtuellement impossible. Le seul moyen qu'a le capitalisme pour effacer sa dette, je pense notamment aux États-Unis qui ont une dette qui n'est plus remboursable aujourd'hui, c'est la guerre. Oui, tout à fait, ça c'est déjà vu. Reprenez l'histoire, regardez 1929, la crise de 29, regardez ce qui s'est passé après. Et du reste, vous remarquerez qu'après, qu'est-ce qu'on trouve en 1930 ? On trouve les grands banquiers juifs et les transnationales états-uniennes qui sont en train de préparer le lit d'Adolf Hitler, puisqu'ils sont en train de financer sa campagne électorale, ils sont en train de l'aider à s'armer. Oui, ils n'étaient pas tous juifs. Vous remarquez du reste qu'à l'époque, quand Hitler arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, du reste c'est un parallèle qui est intéressant à faire, c'est que il justifie l'agression contre des pays étrangers, Pologne, Tchécoslovaquie, par le fait que l'armée allemande intervient pour protéger les populations civiles.
Donc les Américains qui ont amené Hitler au pouvoir et qui ont businessé avec lui, ce ne sont pas tous des Juifs. Je tiens à le préciser. Surtout, je précise. Attendez, je précise. Je précise juste en plus que Jeb Bush, le frère de George Bush, vient de, je crois, il est possible qu'il soit candidat pour le Parti républicain aux prochaines élections. Et il faut rappeler que le grand-père Bush, Prescott Bush, avait lui aussi commercé avec le régime nazi. Oui, tout à fait. Et puis vous avez les dirigeants des principales sociétés transnationales états-uniennes de l'époque, General Motors qui fournissait des moteurs d'avion, vous aviez Coca-Cola, vous aviez un tas de firmes qui travaillaient avec le régime nazi. Et ce qui est important de souligner, mais on voit pas beaucoup de reportages là-dessus à la télévision française, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai, c'est souvent les reportages sur les grands banquiers sionistes qui négociaient à l'époque avec Hitler la possibilité d'avoir un territoire pour créer un foyer national juif, pendant que vous aviez le petit peuple juif qui était enfermé dans le ghetto de Varsovie, qui était traqué, y compris en France, par la police française à l'époque, avant même 1940. Il faut se rappeler qu'il y avait au ministère, donc dans le gouvernement socialiste, il y avait des correspondants du ministère de l'Intérieur qui aidaient leurs homologues nazis qui venaient d'Allemagne pour identifier les résistants communistes ou juifs qui arrivaient d'Allemagne pour se réfugier en France. Donc ça, c'est des choses dont parle notamment l'historienne Annie Lacroix-Riz d'une manière remarquable dans ses ouvrages, mais malheureusement, elle n'est pas beaucoup interviewée. Non, malheureusement. Voilà, ça, c'est, vous voyez, c'est un bon sujet dont la télévision française ne parle pas. Quels étaient, parce qu'on parle toujours, c'est vrai que le peuple juif a été une des premières cibles du régime nazi. Mais enfin, il faut quand même pas oublier que les dirigeants sionistes qui ont créé l'État d'Israël ont négocié avec Hitler pour essayer d'avoir un foyer national juif. Et ça s'est réglé notamment par les Anglais au travers de la banque Rothschild. Tout à fait. Alors, ça, c'est des mises au point qui sont importantes à faire. Pour revenir à la guerre, ce que vous disiez tout à l'heure, la France est en guerre, mais les Français, vous savez, sur la Syrie, il y a eu tout un discours mensonger fait par le pouvoir politique français. La principale responsabilité dans cette affaire, elle est politique. Les Français découvrent aujourd'hui qu'ils sont en guerre. Bah oui, ils sont en guerre parce que qu'est-ce que vous voulez? Quand on arme des gens comme ces groupes criminels, qu'on va leur livrer des armes, qu'on leur donne de l'entraînement, évidemment, ils se sentent soutenus. Et ce sont des gens qui sont très forts, qui ont une duplicité incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont avec vous aujourd'hui, mais demain, ils peuvent complètement retourner leurs armes contre vous. C'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi c'est en train de se passer? Parce qu'aujourd'hui, ils sont chassés de Syrie. L'armée syrienne, avec le soutien de sa population, et notamment des comités populaires dont personne ne parle non plus, mais qui soutiennent la population, qui sont des réseaux de résistance pour lutter contre ces groupes criminels, qui n'ont rien à voir avec l'islam, je le redis encore une fois, ils vont retourner chez leurs employeurs. Leurs employeurs, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre, c'est les pays d'où ils viennent. Alors aujourd'hui, vous avez tout un cinéma en France qui est fait sur une réalité, au travers, mais bon, qui est monté en épingle sur on va justement, les réseaux djihadistes. Justement, c'est ce dont je voulais parler maintenant, parce qu'il y a une sorte de récupération politique et même il y a des manipulations qui sont faites malheureusement, puisque c'est le propre un petit peu de ce choc des civilisations on pense que les médias essaient en tout cas privilégient cette thèse, les médias mainstream, que ce seraient les musulmans extrémistes qui nous imposeraient un choc des civilisations. Mais en fait, en réalité, ce choc des civilisations, il a été théorisé en Occident et il a été imposé par les élites occidentales depuis le 11 septembre 2001. Et alors et donc il y a tout un tas de manipulations qui sur les citoyens qui vont dans ce sens. Justement, alors je suis Charlie, ça a inondé les réseaux sociaux et j'aimerais qu'on en discute un petit peu maintenant parce que il me semble que c'est quand même un petit peu. Oui, je vais vous dire, moi je suis pas du tout Charlie. Je suis pas du tout Charlie, mais alors pas du tout pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme je vous l'ai dit, je suis un homme libre, donc moi on ne m'impose pas des slogans et on ne va pas profiter d'une émotion que je peux avoir pour me faire cautionner une opération politique, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Les Français qui ont manifesté l'ont fait pour protester contre le crime, mais aujourd'hui il ferait bien de se poser la question, pourquoi le crime? Et d'où vient le crime? Qui l'a inspiré? Ensuite, comme journaliste, je peux pas être Charlie, parce que pour moi, la liberté d'expression, je la défends, tout comme vous, avec le travail remarquable que vous faites, avec le Cercle des volontaires. Mais la liberté d'expression, ça ne veut pas dire insulter des gens qui ne partagent pas vos convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si j'étais musulman, je n'apprécierais pas du tout qu'un journal français
se permettent de faire des caricatures comme cela a été fait dans cet hebdomadaire. Mhm. Enfin, si vous voulez, je ne suis pas Charlie pour une autre raison, c'est que tout simplement, quand on est journaliste, on cherche à savoir la réalité des choses et la réalité des faits, la vérité vraie. Et si, quand vous réfléchissez, que vous vous posez des questions, que vous travaillez sur ces choses-là, vous voyez que tout ça, c'est une vaste mise en scène. Je veux dire, je dirais à la limite que malheureusement, je pèse mes mots, mais l'attentat qui a eu lieu contre ce journal, c'est un épiphénomène à côté de ce qui se prépare, parce que je pense qu'il y aura d'autres choses. Malheureusement. Malheureusement, vu que ces groupes sont aujourd'hui... Alors, ce qui est à souhaiter, c'est que certains d'entre eux n'utilisent pas des armes chimiques. Mhm. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir quand même que ce sont les services turcs, quelques agents au sein des services turcs qui ont aidé ces groupes de l'opposition qui sont soutenus par la France, par les États-Unis et l'Angleterre, à la manipulation de ces armes chimiques. Mhm. Et vous avez vu comment la baudruche qui a été montée par M. Hollande et son ministre des Affaires étrangères sur la soi-disant utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne a été dégonflée. Mhm. Mais il y a encore des choses à dire dessus. Tout à fait. Et vous savez, des fois, avec le recul du temps, c'est pas vous que j'apprendrai ça, c'est la vérité finit par transparaître, Oui. toujours. Je parle de... C'est comme des bulles sous l'eau, en fait, la vérité. Elles finissent toujours par remonter à la Exactement. surface. Alors, je voulais revenir sur Je suis Charlie, parce qu'en préparant cet entretien, on avait évoqué deux sujets. Le premier, c'était un petit peu le deux poids, deux mesures entre l'indignation pour la liberté d'expression qui doit être défendue pour Charlie Hebdo et qui doit être reniée pour Dieudonné. Voilà, c'est une des choses dont on avait discuté. Et puis le sort de Ciné, qui était un des dessinateurs de Charlie Hebdo, qui s'est fait virer parce qu'il avait fait une blague sur le fils de Sarkozy en disant qu'il était marié avec la fille d'Arty, une famille juive, et il avait dit il est bien parti dans la vie le petit. Voilà. Et donc il s'était fait virer. Vous avez vu du reste que personne ne s'est ému du licenciement de Ciné, qui est pourtant un bon dessinateur. Il a été licencié tout simplement parce qu'on lui a reproché d'être antisémite, parce qu'il s'était permis de faire ce genre de blague. Ah oui, il y a aussi deux poids, deux mesures au sein de Charlie Hebdo. C'est pour ça que je suis pas Charlie non plus, parce que je peux pas dire que ce journal défende la liberté d'expression, excusez-moi. Quand vous voyez que ce dessinateur a été licencié pour antisémitisme, c'est ce que je crois que c'est ce qu'on lui a reproché, sauf erreur, tout simplement à cause de la blague du dessin que vous évoquez, et que par contre, alors là, dès qu'il y a dans le même temps des caricatures, des unes qui sortent sur le Coran, sur le prophète, sur l'islam, c'est de mauvais goût, c'est déplacé et c'est offensant. Et ça n'a pas de rapport avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, non, ce n'est pas ça. Et je regrette du reste que ces journalistes de Charlie Hebdo ne soient pas aussi virulents avec les comptes des sociétés transnationales ou avec les dessous de la réalité de certaines affaires économiques des transnationales pendant la guerre contre la Libye ou aujourd'hui pendant la guerre contre la Syrie, qu'ils le sont avec la communauté, avec les gens de confession musulmane. Alors, cet entretien va toucher bientôt à sa fin. J'aimerais qu'on évoque votre prochain livre. Oui, je prépare un document dont le titre sera très certainement 56. 56, c'est le nombre de dirigeants et de hauts fonctionnaires français qui, depuis les années 1990 jusqu'à 2014, sont impliqués soit dans la protection, soit dans le soutien à des individus liés à la criminalité organisée. Alors je ne dirais pas des réseaux islamistes parce que c'est trop facile de qualifier d'islamistes des gens qui ne sont que des criminels, parce que je connais, j'ai aussi des contacts dans les milieux islamistes et il y a des gens qui mènent la bataille politique pour défendre leurs idées et il y en a d'autres qui versent carrément dans la criminalité. Mais ça c'est valable pour toutes les sociétés, comme vous avez des gens des réseaux aux États-Unis ou français de certains services qui ont aussi versé, qui sont passés, si vous voulez, de la bataille politique, de la défense de leur pays à la criminalité organisée. Tout à fait. On peut prendre comme analogie également la Corse. Il y a ceux qui se battent de manière politique et puis ceux qui prennent les armes. Voilà, tout à fait. Alors c'est plus difficile, si vous voulez, de mener la bataille politique parce que ça demande d'élever le niveau de conscience, ça demande de se remettre en question, ça demande d'apporter des explications et évidemment
tirer sur 12 personnes ou assassiner 28 journalistes syriens comme l'ont fait les mêmes groupes, c'est plus facile. Mais ça ne résout pas le problème, ça ne fait que l'aggraver. Du reste, vous remarquerez que l'essentiel de la chose, ce dont personne ne parle dans les médias, là tout le monde est sur l'émotion, sur la manifestation, sur Alta la terreur, etc. Mais qui engendre la terreur ? Qui engendre la terreur si ce n'est ce pouvoir politique dont le ministre des Affaires étrangères a tenu des propos blessants, des propos graves vis-à-vis de M. Bachar al-Assad, qui, quoi qu'on pense du régime syrien et de sa politique, si vous voulez, ne mérite en aucune manière ni l'agression dont la Syrie est victime aujourd'hui, parce que les dirigeants français, quels qu'ils soient, auront à répondre demain de leurs actes, d'une manière ou d'une autre, et je pense que ça commence aujourd'hui, parce que là ils sont en train de s'apercevoir que les gens qui ont fréquenté, parce que le petit groupe qui a attaqué Charlie Hebdo, si les présumés auteurs présentés par le ministère de l'Intérieur, on est en train de ces gens-là ont fréquenté tous ces milieux de filières de recrutement, de soi-disant djihadistes qui sont des criminels qui ont été envoyés là-bas, recrutés par les frères musulmans dans les mosquées, on l'a vu dans le Val-de-Marne, en région parisienne et ailleurs, sur Lyon, Marseille, pour aller imposer, pour aller se battre contre des pays arabes. Du reste, c'est un des chapitres du livre que je suis en train de terminer, justement, où j'explique pourquoi l'organisation des frères musulmans est une organisation criminelle. Elle a été créée au départ dans les années 1928 avec l'objectif de lutter contre le colonialisme. Et aujourd'hui, l'organisation des frères musulmans n'est ni plus ni moins que le serviteur des intérêts des transnationales occidentales. Alors, pour revenir à Bachar al-Assad, parce que vous étiez sur le point de le rappeler, c'est vrai que Laurent Fabius, notre ancien ministre des Affaires étrangères, avait déclaré que Bachar al-Assad ne méritait pas de vivre. Au-delà de ça, c'est vrai que la France a traité la Syrie souveraine avec plus que du mépris. C'est vrai que la France a participé à la déstabilisation de la Syrie, alors que dans le même temps, Bachar al-Assad avait été l'un des plus importants alliés des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire... Attendez, excusez-moi de vous interrompre, si je peux vous dire une chose, c'est que les services syriens ont été parmi les principaux soutiens aux services français pour empêcher des actions terroristes qui devaient avoir lieu sur le sol français. Et plusieurs actions ont été déjouées grâce aux informations transmises par les services syriens. Alors vous savez, aujourd'hui on est avec la présidence de M. Hollande, avec M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui sont pressés de voir partir M. Bachar el-Assad, mais malheureusement pour eux, M. Bachar el-Assad a été réélu lors des dernières élections présidentielles avec encore plus de voix, et je pense que M. Hollande et M. Fabius vont dégager avant lui, très certainement. Et si vous voulez, sur la question que vous me posiez, c'est la question de fond, on revient toujours à ça, c'est cette politique qui a été menée par la France depuis les années Sarkozy pratiquement, ça s'est aggravé avec M. Hollande bien sûr, parce que là on est dans l'illégalité internationale totale, c'est elle qui a provoqué ces événements. Si vous n'aviez pas eu les attaques et les agressions contre la Libye et contre la Syrie, vous n'auriez pas aujourd'hui la déstabilisation totale du Maghreb, avec des criminels qui mettent la Libye à feu et à sang et qui font de même en Syrie. Tout ça pourquoi ? Pour le pétrole, pour le gaz, parce que j'en parle dans le livre que je prépare. Évidemment... je me permets de vous interrompre, non seulement c'est pour des intérêts mercantiles, mais en plus parfois c'est même plus les nôtres. C'est-à-dire que c'est les intérêts mercantiles des Américains ou des intérêts politiques d'Israël. C'est encore autre chose, parce que les États-Unis sont très contents, parce qu'ils pensaient devoir être obligés de s'engager beaucoup plus fortement pour renverser le gouvernement syrien. Aujourd'hui, ils sont tenus en échec et il va falloir qu'ils fassent machine arrière. Ils sont en train de le faire. Monsieur Barack Obama l'a bien compris, du reste, parce qu'il n'est pas stupide. Par contre, concernant les dirigeants français, c'est autre chose. Et alors là, en voyant les dirigeants français agir comme ils ont agi depuis 2011, mais les États-Unis se sont mis en retrait, évidemment, tout en continuant de coopérer avec les services français, etc. Mais puisque le gouvernement français a fait le travail à leur place. Ils pensaient que le gouvernement français allait faire le boulot à leur place. C'est ce qui s'est passé du reste, puisque la France paye actuellement la guerre
qu'a voulu déclencher les États-Unis depuis les années 2005-2008 contre la Syrie. Parce que je vous rappelle quand même qu'avant la guerre à laquelle nous sommes arrivés en 2011, il y a eu le blocus, il y a eu les entraves au commerce, tout ce que vous pouvez imaginer sur le plan économique, politique, financier, diplomatique, avec la tentative de faire porter par le régime syrien l'attentat contre M. Rafik Hariri. Donc tout ça, tout ça a favorisé le climat de guerre. Mais le déclencheur, ça a été l'engagement de la France en 2011 pour renverser par une campagne médiatique mensongère, c'est ce que je démonte dans mon livre, le gouvernement syrien. Donc là, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que la France devra assumer ses responsabilités, parce que quand vous agissez ainsi, vous êtes un dirigeant politique responsable, vous avez toujours le retour de flamme, comme je disais tout à l'heure. Le retour de flamme, c'est l'attaque contre Charlie Hebdo. Mais il y en aura d'autres, parce que comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, nous avons affaire à un autre type de terrorisme. Un terrorisme que les dirigeants français ont utilisé contre la Syrie, en armant des petits groupes qu'ils ne contrôlaient pas, puisque ceux-ci étaient sous contrôle des frères musulmans. Et je vais même vous dire mieux, les Français livrent des armes à ces groupes en Turquie notamment, et ces groupes récupèrent les armes. Alors évidemment, M. Fabius dit que c'est très surveillé, qu'il fait un suivi attentif, mais c'est à mourir de rire quand on entend. Ça serait à mourir de rire s'il n'y avait pas la perte de la vie de centaines de milliers de civils syriens derrière. Tout à fait. Parce que ces groupes, une fois qu'ils ont récupéré les armes, ils les revendent après entre eux. Et du reste, ce qu'on a appelé l'État islamique en Irak et au Levant, le IL, a été composé de groupes qui au départ étaient dans l'armée syrienne libre et qui, avec des armes françaises, se sont retrouvés à former cette coalition quand ils ont été en désaccord avec ce que M. Hollande appelle l'opposition modérée. Et vous verrez dans le livre que je vais sortir, du reste, je dresse le portrait des dirigeants de cette opposition que l'Élysée, que le président français dit modérée. Mais la plupart d'entre eux sont liés à des opérations délictuelles ou criminelles. Alors, pour conclure cet entretien, est-ce que la formule le terrorisme musulman, le terrorisme islamiste est un Frankenstein créé par les élites occidentales, est-ce que ça correspond à la réalité ? La réalité, si vous voulez, c'est que vous avez dans ces pays beaucoup de misère. Et que la misère, ça n'engendre pas forcément la prise de conscience. Et quand vous avez conscience de l'injustice, effectivement, et que vous êtes un peu bloqué dans votre pays, que vous ne voyez pas comment vous en sortir, c'est évident que là, vous avez tendance, je dirais, à prendre les armes. C'est un raccourci, mais c'est la misère économique et sociale qui engendre le terrorisme. Voilà la vraie cause du terrorisme. Du reste, il y a eu des travaux qui ont été faits à l'Organisation des Nations Unies, pour lesquels des décisions ont été prises pour s'attaquer aux causes du terrorisme. Mais la véritable cause du terrorisme, au départ, c'est la misère. Et après, quand vous reprenez toute l'histoire, depuis, mettons, les années 30 ou les années 50, comme vous voulez, vous voyez que les services occidentaux, les groupes qu'ils arment, mais c'est tous des groupes qui sont issus de la misère. Les groupes qui combattent, soi-disant qu'on présente comme djihadistes ou comme islamistes, mais qui ne sont pas du tout islamistes, qui sont des bandes de criminels organisés, mais ce sont des groupes qui viennent du Pakistan, d'Arabie Saoudite, de Tunisie, de Libye, de Tchétchénie. Ce sont des groupes qui viennent vraiment des pays, des franges les plus pauvres de la population. Et alors c'est évident que les organiser, les armées, leur faire miroiter quand le Qatar leur verse $500 par mois, par exemple, comme c'est des révolutionnaires qui ont une solde, ça c'est historique aussi dans l'histoire. Ils ont leur première paye, les mecs. Leur première paye, c'est pour tuer. Bon, alors là, si vous voulez, la question du terrorisme, d'abord le terrain, est évident que le terrain qui favorise le terrorisme, c'est la misère économique et sociale. Après que des dirigeants occidentaux utilisent cette misère économique et sociale en fonction des intérêts de leur société transnationale, parce qu'il ne s'agit que de ça. Tout le reste, c'est du pipeau. Pourquoi la Syrie dérange ? La Syrie dérange parce que c'est un pays souverain dont les dirigeants s'opposent à l'expansionnisme sioniste d'Israël. Oui, c'est ce que j'allais dire, monsieur Isambert. Un bouclier pour le monde arabe. Je vous rappelle quand même que c'est l'une des dernières républiques laïques du monde arabe. Ce qui est important, parce que dans la Syrie, avant 2011, et ça continuera demain parce que le peuple syrien va gagner cette guerre, toutes les confessions religieuses, qu'il s'agisse de musulmans, qu'il s'agisse de chrétiens, de tout ce
tous ces gens de différentes communautés, de différentes croyances, je dirais, mais vivez en harmonie. Et qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants occidentaux? Ils ont utilisé, si vous voulez, au sein même de la communauté musulmane, pour opposer les chiites entre les sunnites. Regardez ce qui se passe en Irak. Pour opposer en Irak, pour opposer en Syrie également les alaouites aux chrétiens, aux musulmans. C'est le fameux diviser pour mieux régner. Voilà, diviser pour mieux régner, c'est toujours la même chose. Et ce que vous trouvez derrière ça, ce sont surtout les gigantesques gisements que l'on vient de trouver sur les côtes, sur le littoral syrien, de gaz et de pétrole. Le fond du problème, il est là. Il est là. Et si vous voulez, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ces dictatures religieuses, elles vivent leurs derniers instants. Parce que, je vais vous dire quelque chose, je ne peux pas tout vous expliquer là, ça serait trop long, mais Washington avait envisagé, le Pentagone avait envisagé de redécouper et d'éclater complètement le Moyen-Orient en opposant justement ces populations et les ethnies entre elles. Il y a une fameuse carte d'ailleurs, une fameuse carte qui montre l'Arabie Saoudite éclatée avec une sorte de Vatican qui serait autour de la Mecque. Voilà, mais si vous voulez, il y a quelque chose que les dirigeants occidentaux n'ont pas envisagé. S'ils veulent travailler comme ça, on peut aussi envisager un autre découpage du Moyen-Orient. On peut envisager, par exemple, que l'Arabie Saoudite éclate en 3 parties. On peut envisager un redécoupage complet, effectivement. Aux États-Unis, du reste, il y a un redécoupage qui est en train de se faire dont personne ne parle. Savez-vous qu'il y a actuellement une association qui s'est créée et un site internet qui commence à récolter des dizaines de milliers de signatures, car des États veulent se retirer de la Confédération des États-Unis. Alors, vous avez, vous voyez, ça c'est juste le début d'un grand mouvement. Et des États au Texas, en Louisiane, disent, mais il n'y a pas de raison que nous payions les guerres de la Confédération quand nous sommes opposés à ces guerres. Quand si nous étions indépendants, si nous étions en dehors de la Confédération, nous n'aurions pas la dette que nous avons à rembourser à l'État. Et nous serions plus libres. Et nous serions nous aurions un développement économique meilleur. Riche pour nos populations. Donc ils veulent se retirer de la Confédération des États-Unis. Bon, c'est un truc dont personne ne parle encore, c'est nouveau. Ça date d'il y a 3-4 ans, je crois. Et il y a une organisation qui s'est créée avec des sites internet. Il y a des associations de gens qui en ont marre de payer les guerres de Washington. Voilà. Bien sûr. Alors donc on peut aller très loin dans l'éclatement des États. C'est clair. Donc la déstabilisation du proche Moyen-Orient et du monde arabo-musulman par l'Occident, ça répond à deux intérêts principaux. Le premier, il est évident, c'est économique, mais il y en a un deuxième également, c'est géopolitique. Merci beaucoup pour cet entretien, Jean-Louis Zambert. Je rappelle que vous êtes en plus d'être écrivain, vous êtes journaliste d'investigation indépendant, ancien collaborateur de VSD, du groupe Les Échos et de l'Humanité. Et voilà. Donc votre prochain livre, livre 56, que vous êtes en train de terminer. Qui paraîtra, je pense, à IS Édition. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. À de même, à bientôt. Au revoir. Au revoir.